Bonjour, alors Jean-François, je suis la personne qui, avec mes collègues, a coordonné le pilotage du travail de ce groupe, qui va travailler sur le fantasme d'une justice prédictive. Hein, je crois que c'est bien de terminer par ce sujet-là. Donc, merci de faire le meilleur accueil à nos étudiants. Ils sont 6, Julie, Lucie, Nathan, Paul, Basile et Sébastien. Ils viennent de 6 écoles différentes. Enfin, il y a 2 écoles d'ingénieurs, un autre vient de Capitole 1, du Mirail, de TBS, et un dernier que j'oublie. Ils viennent d'univers très, très différents. Et le simple fait d'arriver à réaliser un texte comme ils l'ont fait, de grande qualité, eh bien, ça mérite un petit applaudissement peut-être dès le départ. Voilà. Bonjour à tous. Euh, la justice préventive et l'IA. Mais qu'est-ce que cet étrange mariage? Pour vous donner une idée, laissez-nous vous raconter une histoire. L'histoire de Xavier. Xavier, c'est une personne comme vous et moi qui a un quotidien, des habitudes, une famille, bref, c'est un citoyen. Mais Xavier vit dans un monde où sa vie est surveillée par des algorithmes d'intelligence artificielle cherchant à détecter des comportements potentiellement suspects qui pourraient prédire un crime, un vol ou tout acte illégal. Que ce soit ses mails, ses achats, les musiques qu'il écoute, toutes ses activités en ligne sont minutieusement décortiquées par des serveurs de surveillance prédictive et tout au long de la journée, des caméras le surveillent et évaluent son comportement. Et même dans l'intimité de son foyer, chaque conversation est analysée. Si une conduite suspecte est détectée, il peut être rappelé à l'ordre, voire même placé sous surveillance policière pour une infraction qu'il est suspecté de commettre. C'est vraiment excessif, non? Le droit à la vie privée de Xavier est bafoué. Il est observé en permanence. Et pourtant, même dans notre monde, nos téléphones collectent des données en permanence pour permettre à des entreprises de prédire nos comportements et nos envies. Revenons à Xavier. Que diriez-vous si l'algorithme vous apprenait que Xavier a envoyé à 2 amis un message assez macabre accompagné d'un testament, qu'il a résilié le bail de sa maison, acheté une arme silencieuse et s'est découvert une soudaine passion pour les stands de tir? Xavier, peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Xavier Dupont de Ligonnès. C'est le suspect numéro 1 du tristement célèbre quintuple meurtre de sa femme et de ses 4 enfants en 2011. Si un système de surveillance basé sur l'IA existait à ce moment-là, peut-être aurait-il pu prévenir de cette tragédie. De manière similaire, ce système pourrait aider à déjouer des cambriolages, des meurtres ou des attentats. Cependant, cette technologie crée son lot de problèmes. Droits humains, respect des libertés individuelles, transformation du système judiciaire. Alors, nous nous sommes affrontés à une question de taille. Quel niveau de surveillance sommes-nous prêts à accepter pour vivre dans une société qui anticipe les risques de criminalité? Merci Sébastien. Maintenant que nous avons exploré la manière dont l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour anticiper et prévenir la criminalité dans notre société, intéressons-nous à un domaine particulièrement sensible où l'IA pourrait jouer un rôle déterminant, celui de la justice. Comment l'introduction de systèmes prédictifs dans le domaine judiciaire pourrait-elle influencer nos notions de responsabilité, de dignité humaine et d'équité? C'est ce que nous allons découvrir dans la seconde partie de notre discussion, l'impact de l'IA sur la justice prédictive. Et Basile va commencer par les incohérences linguistiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler linguistique. Je pensais que ça allait être original, mais avant, à la présentation d'avant, on a eu une superbe lexicométrie, donc pas si original que ça. Alors en fait, la première fois que j'ai entendu ces termes de justice prédictive, je me suis très vite montré sceptique, car il est impossible de prédire la justice, étant donné que cette dernière rend compte d'un jugement suite à des actions réalisées précédemment. On a donc affaire ici à un oxymore. Et je pense dangereux et peu fiable de baser un concept et une méthode si importants sur une notion si paradoxale. La justice prédictive serait alors, en prenant littéralement ces 2 mots, la mise en place de politiques publiques qui viseraient à faire baisser la criminalité. Donc je pense qu'il faudrait également travailler linguistiquement ce concept pour ne pas bâtir trop vite un colosse au pied d'argile. Donc, dans cette société fictive, ce système de justice serait
donc mises en place grâce à une surveillance extrêmement accrue à l'aide de caméras, de micros, de GPS, de relevés bancaires, de données personnelles. Tout ce qui est possible de collecter sur chacun d'entre nous serait collecté pour alimenter un algorithme qui fonctionnerait avec une intelligence artificielle et qui permettrait de déterminer pour chaque personne un pourcentage en temps réel de risque de criminalité chaque jour pour chaque personne. Donc, ce système présenterait de nombreux avantages. Donc, premièrement, évidemment, ce serait la prévention de certains crimes et également la dissuasion de criminalité grâce à cette surveillance. Elle faciliterait également le travail de nos représentants de l'ordre et de la justice, notamment grâce à une répartition plus efficace des ressources humaines, comme des policiers en état de surveillance qui seraient ciblés sur les zones et les personnes avec le taux de risque le plus élevé. Et ça permettrait également de réduire les délais d'intervention également des forces de l'ordre grâce à une approche qui serait proactive plutôt que réactive, en se basant sur les tendances émergentes de la criminalité qui seraient déterminées grâce à notre algorithme. Avec ce système, on peut se demander si on va vers une justice infaillible. Alors, on va réintroduire un concept qu'on a déjà vu ce matin, les biais. Chez l'humain, un biais cognitif, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. En IA, un biais, c'est une erreur récurrente des solutions calculées par un modèle. Donc, tout comme l'humain, l'IA, elle fait des erreurs. Le problème, c'est que c'est très complexe d'identifier un biais, que ce soit chez l'humain ou dans l'IA, sur une décision donnée. Et les conséquences, elles sont assez graves en justice prédictive, parce que ça engendre des discriminations. Et avec ces discriminations, on fait de la surveillance sur des minorités qui ne devraient pas être jugées coupables. On fait des arrestations injustifiées, et tout cela, c'est injuste, ce qui est assez paradoxal si on veut faire de la justice prédictive. Et dans ce cas-là, les citoyens perdraient toute confiance dans les systèmes de justice. Mais tous ces biais, d'où ça vient? Et bien en fait, l'IA, elle reproduit ce qu'elle apprend. Ce qu'elle apprend, elle apprend sur les données qui sont manipulées et interprétées par des humains. Et aussi, l'apprentissage est conditionné par les hypothèses des développeurs. Donc en fait, les biais que reproduit l'IA, ils viennent des biais que nous avons nous-mêmes dans notre société. Et donc, ce qu'il faut, avant de chercher à créer un système infaillible, il faut chercher à travailler d'abord nous-mêmes en tant que société sur nos biais. Je vais maintenant laisser la parole à Lucie. Donc, comme vous l'aurez sûrement deviné, cette société fictive poserait un énorme souci d'acceptabilité sociale, comme Malik en avait parlé précédemment, puisque cette justice prédictive pourrait être mise en place uniquement si la société plaçait une confiance totale en cet algorithme, puisqu'on lui confierait du coup une surveillance qui serait totalement excessive sur chaque personne et il y aurait aussi donc tout le côté sécurité de données qui serait regroupé et analysé. Et également, on lui confierait le jugement, qui est un processus humain créé par l'humain et en qui on lui remettrait tout, enfin une partie entre les mains. Donc, une erreur de l'IA dans cette société pourrait avoir de lourdes conséquences, évidemment, sur chacun d'entre nous, si elle se trompait. Et évidemment, nous serions moins enclins à accepter cette erreur, puisque les hommes sont tout simplement plus conditionnés à accepter l'erreur humaine que nous connaissons tous les jours, plutôt que l'erreur de la technologie, qui est censée être considérée comme sans faille et objective par la plupart des gens, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, par exemple, si une voiture complètement autonome avait le même taux d'accident qu'un homme, elle se vendrait tout simplement pas, puisque on ne lui accorde pas, ou en tout cas beaucoup moins, ce droit à l'erreur qu'on accorde à chacun d'entre nous. Donc, c'est pourquoi les erreurs dans cette société avec cet algorithme d'IA pourraient avoir de lourdes conséquences et soulèveraient des questions de fiabilité et d'impartialité dans notre société. Merci Lucie. Dans cette société fictive, chaque individu est soumis à une surveillance totale grâce à des caméras, des micros, des GPS et d'autres technologies.
Un algorithme d'intelligence artificielle calcule en temps réel le risque de criminalité pour chaque personne. Cette approche vise à réduire la criminalité en permettant une meilleure allocation des ressources policières et une intervention préventive. Cependant, l'utilisation de l'IA soulève des questions sur la vie privée, la confiance du public dans la technologie et les risques liés, à une surveillance généralisée. Des précautions doivent être prises pour éviter les biais et garantir la transparence et la confidentialité des données personnelles. En outre, le développement de cet algorithme nécessite l'accès à d'importantes quantités de données provenant à la fois des services publics et des entreprises privées, ce qui soulève des préoccupations supplémentaires en matière de vie privée et de collaboration entre le secteur public et privé. Je laisse maintenant la parole à Paul, qui va nous évoquer les enjeux de l'acquisition et du traitement des données utiles à une justice préventive. Alors tout d'abord, si on imagine un État qui voudrait développer ce genre de solution, il serait face à un problème qui serait de rassembler des données et de les garder objectives, puisque l'objectif premier de cette solution, ce serait de garder de l'objectivité dans les jugements qu'on rend et dans les données qu'on acquiert. Donc ce serait un premier défi. Ensuite, pour l'acquisition pour cet État, il aurait déjà, en prenant la France par exemple, accès à bon nombre de données, que ce soit par exemple à travers l'état civil sur les situations familiales de ses citoyens, ou alors à travers son système judiciaire déjà existant qui recense tous les casiers judiciaires et donc toutes ces informations qui seraient précieuses pour déterminer les tendances ou pas criminelles de sa population. Toutefois, il a aussi des données qui sont un peu moins accessibles par lui-même, qui sont des données relatives aux collectivités locales, comme par exemple les caméras de surveillance qui sont placées donc par ces collectivités ou par des entreprises dans certains cas, qui, couplés à des logiciels de reconnaissance faciale, pourraient alimenter des bases de données sur ces individus. Il reste une dernière catégorie de données qui est, selon nous, la plus importante, qui sont les données Internet, qui sont actuellement les propriétés des GAFAM et des entreprises qui gèrent les services qui collectent ces données et qui représentent actuellement leur gagne-pain. Donc, on voit difficilement ces entreprises laisser ces données, ou en tout cas sans un prix exorbitant, à un État qui voudrait développer une telle solution. Et on pourrait même voir, dans le pire des cas, ces entreprises développer de leur côté leur propre solution. À l'avenir, on est le groupe du fantasme, donc on va loin dans le temps. Et même si ce sont des pratiques qui sont pour le moment interdites et proposées d'être interdites par l'AI Act, on peut imaginer que ces données et ces législations peuvent changer et peuvent être manipulées par ces entreprises d'une puissance croissante. Et ça engendrerait donc une privatisation du droit qui est, je pense, quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout. Également, une fois qu'on a ces données, donc cet État qui aurait ces données, en imaginant qu'il puisse les collecter correctement, il devra les utiliser. Et en les utilisant, on va devoir développer des critères qui posent des questions, comme par exemple, à partir de quand est-ce qu'on est surveillé, à partir de quand est-ce qu'on est considéré comme dangereux. Et ça va être l'entraînement qui va remplir cet enjeu et répondre à cette question, qui, à partir de la jurisprudence passée, établir un lien entre les conditions initiales d'un crime et des auteurs potentiels. Et en sachant si oui ou non cette personne a commis un crime, on va pouvoir entraîner le modèle et, à partir de la jurisprudence passée, établir un lien avec les possibilités de crime dans le présent. Toutefois, dans une société dans laquelle on vit qui est dans une phase d'évolution extrêmement rapide, on va vite se trouver face à un défi qui est l'actualisation de ces données d'entraînement. Et donc, c'est un autre défi à remplir par une entité qui voudrait développer une solution comme celle-ci, c'est d'actualiser en permanence les données d'entraînement pour pouvoir sans cesse se rapprocher de plus en plus du moment présent et d'être le plus possible à même de prendre des décisions sur le moment présent et la société présente dans laquelle elle se développe. Et il y a aussi un défi de standardisation des données qui, une fois sont collectées, doivent être formatées et des normes doivent être développées en termes d'unités de mesure et de formatage de ces données. Mais ça, M. Malik Galab va nous en parler un peu plus profondément. Merci. Merci Paul. Alors nous aurions besoin maintenant, et nous tenons à remercier Malik pour son intervention lors de cette présentation. Donc nous aurions besoin de votre expertise afin de répondre à la question suivante. Comment combiner toutes les données recueillies en un seul argument exploitable?
Merci. Donc, je voudrais tout d'abord saluer votre travail qui est très intéressant. Vous avez touché à beaucoup de choses que vous avez rapidement résumées ici. Je voudrais souligner qu'il y a une différence essentielle entre ce qu'on pourrait considérer comme une justice préventive qui permet d'aller vers un certain nombre de contrôles qu'on peut considérer comme justifiés et une justice prédictive face à laquelle vous avez souligné un grand point d'interrogation. Un exemple par rapport à la justice préventive, qui peut vous paraître anecdotique, il est simple d'établir sur les routes un capteur qui mesure le poids d'une voiture. C'est juste un capteur de vibration. Et quand une voiture passe, on mesure son poids. Associé à une caméra, on se dit ce poids est normal compte tenu du nombre de personnes dans la voiture et compte tenu du type de la voiture où ce poids est anormal. Est-ce qu'il est anormal de 5 kg ou est-ce qu'il est anormal de 500 kg? S'il est anormal de 500 kg, à la sortie du péage, il y a un gendarme qui me demande de m'arrêter et il vérifie ce que comporte la voiture. Si c'est de la cocaïne, ce n'est pas la même chose que si je transporte des poids et haltères. Si c'est des poids et haltères, il va me souhaiter bonne route. Si c'est de la cocaïne, j'aurai à m'expliquer. Ça, c'est de la justice préventive. Je ne parle pas au hasard, c'est des choses qui existent. C'est déployé en France. Le fabricant de ce type de capteur est un Toulousain et j'ai interagi avec l'industriel en question. Donc ça, c'est une justice préventive parce que ça permet de focaliser les tests et les contrôles que l'on peut faire et ça permet d'aider effectivement la justice. Ça me paraît une bonne chose. Lorsque je reviens à votre question, je recueille des données sur le type de voiture, etc. Dans ce cas-là très, très simple, je ne parle pas de personnes, eh bien, a priori, j'ai une certaine maîtrise de qu'est-ce que je vais en faire dans le cas préventif. Dans d'autres cas, c'est un peu plus difficile. Je vais vous citer 2 exemples. Le premier est celui d'une publication de collègues qui ont fait le travail suivant. Sur la base de photographies d'identité de personnes criminelles et de personnes non criminelles, on arrive à établir une discrimination statistique. Donc, j'ai 2 distributions statistiques qui sont reconnaissables, qui se distinguent suffisamment pour pouvoir prédire sur des photos de personnes qu'on ne connaissait pas s'il appartient à la distribution 1 ou la distribution 2. C'est assez inquiétant. Ma photo d'identité, on la rentre dans un système discriminant qui a appris les 2 distributions. Il a appris les 2 distributions sur les photos d'identité que la justice lui a remis ou qu'ils ont pu avoir, et puis des photos de personnes qui n'ont rien à se reprocher, dont le casier judiciaire est vierge. Et ensuite, ils ont testé ça sur des photos de monsieur et madame tout le monde, et ils ont pu comparer aussi sur des phototests, et ils avouent 5% d'erreur. Je n'aimerais pas être dans ce 5% d'erreur si après ça me rend la vie impossible. C'est absolument inacceptable. Et encore moins si le taux d'erreur conduit, dans le cadre d'une justice prédictive, à me condamner à l'avance. Tu n'as pas la bonne tête qu'il faut parce que tu es tombé dans la mauvaise distribution. Maintenant, nous savons très bien que le contrôle d'identité au faciès est une réalité. Et on voit des chiffres que le contrôle d'identité au faciès touche des populations d'immigrés avec une fréquence bien plus élevée que des populations de non-immigrés. Ce ne sont pas 5% d'erreurs, c'est 50% d'erreurs. Enfin, 50% plus de personnes qui ont une tête d'immigré qui sont contrôlées que de personnes qui n'ont pas une tête d'immigré qui sont contrôlées. Peut-être que dans un cadre préventif, des éléments qui permettraient, comme pour mon histoire de voiture, de dire eh bien, ça peut aider la justice de façon préventive de vérifier quelque chose, pourquoi pas? À condition d'y mettre un certain nombre de garde-fous. Donc, j'étais extrêmement choqué par cette publication. C'est des collègues coréens qui ont établi la criminalité d'une distribution de photos d'identité, en me disant dans quel sens allons-nous et qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? L'autre exemple, c'est, je prends des données sur des personnes pour déterminer leur profil psychologique. On détermine le profil psychologique comme le font les psychologues professionnels, c'est-à-dire qu'après un certain nombre d'entretiens, d'examens, d'écriture, etc., on détermine le profil psychologique sur les traits principaux, la demi-douzaine de traits, et l'appartenance de cette personne à ces traits-là. Mais on peut
partir du profil qu'ont établi des psychologues et partir de sur quoi les personnes cliquent quand elles regardent, quand elles consultent un moteur de recherche ou qu'elles regardent Facebook, et trouver là aussi des distributions selon les divers profils. Et il y a une publication qui montre que, à partir de, on observe mes clics, à partir de quelques dizaines de clics, on me connaît aussi bien que mes camarades de travail. À partir de la centaine de clics, on me connaît aussi bien que des personnes proches. À partir de 200 clics, on me connaît aussi bien que mon conjoint. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, vous connaissez peut-être le scandale de Cambridge Analytica. Qu'est-ce qu'on en a fait? Eh ben, c'est Facebook qui a vendu 80 millions de comptes Facebook, 80 millions, tenez-vous bien, de comptes Facebook à Cambridge Analytica qui les a exploités pour des campagnes de manipulation de personnes en vue du référendum sur le Brexit et en vue de l'élection de Trump de 2016. Tout ça s'est passé en 2016. Il n'y a pas besoin de modifier l'avis de 50% des électeurs, il suffit de modifier l'avis de 5% pour que ça fasse le changement. Pour le référendum, il n'y avait pas besoin de plus que ça. Moins, même pour que 5%. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, la question de comment je détermine, à partir des données que je recueille, vous voyez sur mes exemples qu'on peut recueillir les données de diverses façons. J'en déduis des distributions de probabilité et j'arrive à classer les gens en fonction de leurs données dans telle ou telle distribution. Qu'est-ce que j'en fais? Le problème est, de mon point de vue, la question clé, c'est, vous l'avez posé d'une certaine façon, quel niveau de surveillance, à partir de l'exemple de Xavier, quel niveau de surveillance peut-on accepter pour être dans une société sans criminalité? Est-ce là le bon objectif? Est-ce que l'objectif n'est pas, voulons-nous être dans une société plus juste que dans une société sans criminalité? Et une société plus juste me conduit à utiliser ces données très différemment. Je peux revenir là-dessus plus longuement, mais je ne veux pas accaparer la parole. Merci Malik, c'est gentil d'être intervenu. Alors que nous avons envisagé les implications d'une surveillance accrue et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prévention de la criminalité, tournons maintenant notre attention vers un domaine tout aussi complexe et délicat, le système judiciaire. L'arrivée des IA dans le domaine du droit et de la justice représente un changement institutionnel majeur, soulevant des questions cruciales sur le rôle des juges, de la dignité humaine et de l'équité. De plus, l'émergence du droit numérique nous pousse à réfléchir à la manière dont les technologies numériques transforment nos processus juridiques et nos conceptions de la justice. Plongeons dans cette discussion fascinante sur l'avenir de la justice et le rôle potentiel de l'intelligence artificielle dans la prédiction et la prévention des infractions avec Basile. Alors, avant de parler de l'avenir du droit à travers les IA, on va faire un petit détour historique en s'intéressant à la scientifisation du droit. Alors, c'est vrai que lorsque l'on pense au droit et à la justice et tous ces outils, on pense au code civil, au code du travail, ou au moins un gros pavé de quelques milliers de pages. Alors qu'en vérité, ça fait plus de 2 siècles que d'autres sciences épaulent le droit pour rendre des jugements plus justes et des peines plus adaptées. Ainsi, c'est le philosophe allemand Leibniz qui aura lutté pour introduire les mathématiques et la logique comme composantes du droit. Puis, le juriste Jans Kelsen poursuivra son travail pour faire du droit une véritable science, comme Auguste Comte l'a fait avec la sociologie. L'arrivée du numérique dans les institutions judiciaires représente un bon exemple d'outil extérieur à la discipline qui s'adapte parfaitement à ces enjeux modernes en permettant aux juristes d'avoir accès à plus de données pour traiter les différents dossiers plus rapidement. Cet exemple montre bien que l'arrivée de l'IA dans le champ justice peut se faire assez naturellement. Nous nous trouvons donc dans une ère de développement frénétique pour l'intelligence artificielle. Mais pour pouvoir continuer dans ce sens-là, il faut alors adopter un cadre éthique et juridique digne de confiance. Premièrement, une question qui m'est venue et qui me paraît primordiale est celle de la législation sur les données qui vont donc servir nos modèles d'intelligence artificielle. Par exemple, on peut voir le RGPD qui permet aux citoyens européens de faire valoir leurs droits sur leurs données personnelles. Cependant, ce dernier n'est pas directement applicable aux systèmes judiciaires nationaux. C'est pourquoi que l'Union européenne a mis en place donc une directive qui s'appelle Police Justice pour établir des règles qui vont protéger les personnes physiques donc à l'égard du traitement
de leurs données personnelles par les autorités compétentes. Et pour pouvoir compléter les dispositions de cette directive, le Conseil de l'Europe a mis en place une charte éthique qui permet d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires nationaux. Ces textes fournissent alors un cadre éthique et légal pour utiliser l'IA dans les processus judiciaires, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la transparence des décisions. Pour pouvoir nous recentrer un peu plus sur notre sujet, il convient maintenant de parler de l'IA Act, qui a été évoqué plusieurs fois lors de ce colloque, notamment dans les systèmes qui représentent un niveau de risque élevé. Dans ceci, on peut voir qu'il est mentionné l'usage d'identification biométrique à distance à des fins répressives et que cet usage-là est en principe interdit. Cependant, un principe permet de faire cet usage, donc que ce soit pour prévenir les menaces terroristes graves et imminentes. Il est alors notable l'utilisation du terme prévenir qui nous met donc dans la dimension de la prévention. D'autre part, un autre article classe comme pratique interdite l'estimation ou prédiction de risque qu'une personne commette une infraction pénale sur la seule base du profilage ou d'évaluation de ses traits de personnalité. Alors, cette pratique-là peut être sujet à interprétation si on imagine qu'on puisse alors concilier cette pratique avec des faits véritables et objectifs, comme l'ont été énoncés dans notre introduction avec le cas de Xavier. Mais malgré toutes ces spéculations, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les institutions importantes n'est pas seulement un fantasme. Grâce à une communication de la Commission européenne, on peut voir que la présence d'intelligence artificielle est déjà préparée en interne avec de nombreux cas d'utilisation qui sont donc déjà mis en place. Mais ceux qui nous intéressent davantage dans ces cas d'utilisation sont ceux qui sont réfléchis de manière potentielle ou en développement, notamment sur le renseignement sur les menaces grâce donc à de la cybersurveillance ou de la détection de comportements anormaux qui seraient donc assistés par intelligence artificielle. Ces initiatives soutiennent donc la possibilité d'une prévention d'infractions assistée par l'intelligence artificielle avec un cadre réglementaire en préparation pour guider son développement. Et ce serait donc grâce à tous ces points qui viennent d'être évoqués que nous pouvons légitimement nous poser la question de la possibilité de réalisation de ce fantasme. Merci Nathan. En retrouvant les origines philosophiques et juridiques qui ont guidé l'évolution vers l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, nous réalisons que cette avancée technologique soulève des questions cruciales sur la vie privée, l'éthique et les droits fondamentaux. Alors que nous cherchons à établir un équilibre entre l'efficacité des technologies prédictives et le respect des libertés individuelles, il est essentiel de considérer les implications éthiques et sociales de cette transition. Comment pouvons-nous garantir que l'intelligence artificielle reste au service de la justice tout en préservant les valeurs qui sont au cœur de notre société? Nous tenons maintenant à donner la parole à Patrick Castex, on aurait besoin de votre expertise pour répondre à la problématique suivante. Quelle différence entre jugement humain et prédiction machine? Oui, je vous remercie. Je vous remercie de la liaison que vous venez de faire, parce qu'effectivement, à travers ça, à travers votre liaison, nous sommes passés de ce que je n'appellerais pas justice préventive, mais que j'appellerais simplement police préventive. Police préventive parce qu'effectivement, ce que vous avez décrit et qui est parfaitement décrit, avec des sources tout à fait sérieuses, ce travail sérieux, repose plus sur des politiques publiques, c'est-à-dire sur des gouvernements, que en elle-même sur la justice. La police n'est pas la justice. La justice ne surveille pas. La justice condamne. La justice décide. Il y a effectivement des différences entre prévention du crime ou prévention des délits et culpabilité d'un délit. Tous des enjeux, bien sûr, derrière ça, des enjeux philosophiques, dirons-nous,
de responsabilité humaine, de liberté humaine, de déterminisme social, etc. Tout ceci, toutes ces questions qui sont celles, alors je me présente puisqu'on m'a demandé de le faire, ça fait également le lien avec ce que je viens de dire. Je suis magistrat honoraire. Magistrat honoraire, je le précise, et c'est d'ailleurs l'objet de ce que je viens de dire, la suite de ce que je viens de dire, magistrat du siège, et non pas procureur, c'est-à-dire magistrat qui juge, qui décide, qui condamne. Alors que le procureur, rôle important bien sûr dans notre société, puisqu'il représente la société dans son ensemble, met en jeu l'action publique, met en jeu la poursuite d'un crime, puisqu'on parle là essentiellement de poursuite pénale, mais on pourrait parler d'autre chose. Donc, vous voyez bien la différence. Et il est sûr, je prends cette précaution, parce que je pense que dans ce que je vais développer, je ne suis pas certain que un collègue magistrat procureur tiendrait forcément les mêmes propos. Voilà. Alors, vous avez bien posé le problème, effectivement, parce que à travers ce que vous avez dit et à travers ce qui a été dit ce matin, très intéressant et j'ai pris des notes, parce que je retrouve peut-être dans ce que je vais exposer brièvement, des mots, des notions que j'ai retenues et qui peuvent nous aider à réfléchir. Modulation prédictive, IA et les valeurs, IA de confiance, problème de l'alignement, évolution naturelle et culturelle, transformation du juge robot. Ensuite, le hasard, la notion de hasard, d'aléa, tout ça rentre dans la décision judiciaire. Alors, j'ai axé sur mon propos, mais je vais simplement en quelque sorte, presque vous en donner que les titres, parce que ce serait trop long, sur deux aspects qui illustrent les précisions que je viens de donner, qui me semblaient essentielles. C'est de réfléchir sur ce qui est non pas sur ce qu'est l'acte de juger, c'est-à-dire de décider de l'avenir d'un individu, si on parle d'une décision pénale, si vous voulez, mais voire même au civil, et j'y reviendrai peut-être, ce qu'on appelle le droit civil, c'est-à-dire le droit de tous les jours, le droit des divorces, le droit de la responsabilité, le droit des accidents de la circulation, le droit des immeubles qui s'effondrent, le droit des malfaçons dans les bâtiments, le droit des contrats, l'interprétation des contrats, etc. Donc, ce que signifie l'acte de juger et comment il se fait. Nous pourrons, à partir de ça, réfléchir à ce que propose, ou ce que risque, ou ce que peut entraîner, ou ce que peut améliorer l'intelligence artificielle éventuellement. Et la deuxième chose, qui est un souci de juriste, puisque là, je parle en tant que professionnel. La question que je pose dans son ensemble, c'est en quoi et comment l'intelligence artificielle risque, ou pas, ou mieux, a transformé, ou va transformer, et a déjà transformé le travail du juge. Donc, première chose, ce que je viens de dire de l'acte de juger. Et le deuxième point, c'est les sources du droit. Alors, les sources du droit, on l'a évoqué indirectement ce matin et je vais y revenir. Alors, succinctement, avant de parler de ceci, je voudrais évacuer, parce que ce n'est pas le sujet, mais pour bien marquer que quand même, nous le savons, depuis plusieurs années, la justice fonctionne aussi avec des moteurs de recherche. Moteurs de recherche qui sont alimentés par des données jurisprudentielles. Là aussi, il y a des problèmes au niveau de l'open data des décisions de justice, mais bon, par des données jurisprudentielles. Moteurs de recherche qui sont quoi? Qui sont, une aide à la décision, on ne peut que s'en réjouir, une justice plus rapide, tout le monde s'en félicitera.
Et une aide à la décision, ça c'est le premier atout. Et le deuxième atout que l'on peut y voir, c'est éventuellement la suppression de l'aléa judiciaire. Parce que souvent on dit, bon, on va en justice, mais ce n'est pas la décision qui va être rendue, etc. Moteur de recherche qui mouline, je dirais, ou qui alimente les différentes décisions de justice, peuvent permettre à un avocat d'abord pour conseiller, et puis à un juge aussi pour décider que dans des faits similaires, avec les mêmes caractéristiques et en appliquant la même règle de droit, on arrive à telle solution. Voilà. Donc ça, c'est des atouts. Le premier, incontestable. Le deuxième, plus sujet à discussion. Parce que le problème de réduire ou terminer l'aléa judiciaire pose des questions de fonctionnement de société. Une société le principe de précaution est derrière, toute une série de choses sont derrière. Donc, ce constat évacué, j'en viendrai au premier point, sur les bouleversements que l'informatique, je dirais d'une manière plus générale, mais l'intelligence artificielle plus spécialement, peut avoir sur l'acte de juger. Juger, c'est pas. Je sais que pour beaucoup, ça peut n'être que ça. C'est pas uniquement une réflexion syllogistique, je dirais, un raisonnement de syllogisme. C'est pas uniquement, c'est un jugement, ce qu'on peut appeler, alors philosophiquement peut-être, un jugement réfléchissant, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de le faire? C'est-à-dire à partir de faits d'espèce, de monter à une règle de droit et de revenir à l'espèce. Sûrement. Elle le fait déjà éventuellement. Ce strict aspect, si c'était que ça, effectivement, l'on pourrait s'orienter ou aller vers une justice automatisée, je dirais. Mais juger, c'est pas uniquement ça. Juger, c'est pas proposer une solution. On a coutume de dire, l'intelligence artificielle propose une solution, mais elle ne propose pas une décision de justice. Car effectivement, la décision de justice, elle s'inscrit, je dirais qu'elle s'inscrit tout simplement dans le temps et dans l'espace, dans le contexte humain. Dans ce contexte humain qui fait que, effectivement, les hommes et les hommes tout court sont divers. C'est toute une diversité qui se présente devant le juge. Une diversité la diversité tout simplement des humains. Et si comprendre n'est pas juger, je dirais qu'il n'est pas possible de juger au regard de la loi sans comprendre les situations de fait et les comportements humains. Alors, la décision judiciaire, l'acte de juger ou la décision du judiciaire est une construction qui s'établit, je pourrais dire, pierre par pierre. Elle s'établit pour l'instant. Là aussi, il y a quelques dérives qui sont déjà ou qui apparaissent. Elle se construit progressivement dans la réflexion commune. C'est-à-dire, le juge, certes, décide, mais il décide après avoir écouté, première chose, premier devoir, écouter, échanger des arguments, vérifier les preuves. Le plus souvent, encore, bien que progressivement cela disparaisse, la collégialité, ce n'est pas un qui décide, c'est trois. Il faut trois. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, c'est trois. Et en collégialité, il n'y a pas de hiérarchie qui tient dans un tribunal. La hiérarchie n'existe à ce niveau-là, dans la prise de jugement, la hiérarchie n'existe pas. Et le doute pour s'inscrire avec mesure, et c'est la caractéristique de la décision de justice,
le concept de proportionnalité pour s'inscrire dans la complexité humaine. Alors, ce que je viens de décrire n'est pas autre chose que ce qu'on appelle le contradictoire, et le mot est important. On dit on va en délibérer, la justice rend son délibéré, ça a une signification. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire aboutir à une délibération. La décision de justice est une véritable microcosme, je dirais, de ce que est ou devrait être peut-être dans le monde public, je dirais, la délibération. Voilà, donc ça c'est le premier point. Je m'arrêterai là, je le développerai si vous le souhaitez. La deuxième question, et c'est une question plus fondamentale, enfin pas plus fondamentale, c'est l'IA peut-elle devenir une source de droit, c'est-à-dire concourir à la création du droit? Ne risque-t-elle pas de substituer à la règle de droit par les juges, appliquée par les juges à des situations singulières, ou une nouvelle norme qui serait celle de l'IA? Donc là, deux notions sur lesquelles il faudra revenir peut-être. L'autorité de la chose jugée. À partir du moment où l'IA pourrait être analysée comme une preuve irréfragable, je dirais, c'est-à-dire non contestable des choses, soit le jugement donné par l'intelligence artificielle générative, soit le mode de preuve, à terme, elle risque de remplacer ce que la loi pourrait produire. Le droit est construit par la loi, mais il est également construit par la jurisprudence. Les jugements, l'intelligence artificielle avec l'ensemble de ces recueils de données, qui sont des données de fait, mais qui sont des données du passé ou du présent, mais pas de l'avenir. Tout au moins, on parlera peut-être d'intelligence évolutive, culturelle, mais qui n'est pas pour l'instant des données de l'avenir, fixerait ce que serait devenu la règle de droit, qui, par facilité, il faut bien le dire, par routine, voire par souci managérial de l'institution judiciaire, conduirait le juge à adopter ce style de décision. Voilà, et je pourrais développer si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre intervention. Je tiens à remercier Paul qui va maintenant nous parler de l'éthique et notre sécurité améliorée, mais à quel prix? Alors, je vais faire ça rapidement. Avec toutes les conséquences qui sont en jeu pour les individus en cas de surveillance qui ne serait pas légitime, il faudra potentiellement mettre des limites fortes à l'acquisition de données, puisqu'il y aura toujours une donnée en plus à récupérer, il y aura toujours une information en plus à acquérir pour pouvoir améliorer toujours cette sécurité. Et donc, il faudra mettre des barrières fortes pour ne pas empiéter sur la vie privée, enfin, ne pas empiéter plus sur la vie privée qu'une telle solution ne le fait déjà. Et sur le libre arbitre, puisqu'on sait tous les mécanismes de prise de décision ne sont pas du tout les mêmes en fonction de si on est surveillé ou si on n'est pas surveillé. Donc, ça pose beaucoup de questions au niveau de la place du libre arbitre dans la société. Et également, de garder une solution qui soit pertinente et qui ne soit pas contre-productive, dans le sens où des personnes malhonnêtes qui pourraient, par exemple, provoquer volontairement et anticiper le pouvoir de surveillance et de prédiction en effectuant des actions qui vont pouvoir affecter une partie de la police, par exemple, d'un côté d'une ville, et de perpétrer une attaque terroriste de l'autre côté de la ville. Donc, il ne faut pas fabriquer un monde encore plus dangereux qu'il ne l'est déjà en introduisant ce genre de solution. Alors, moi, ici, je vais voir l'impact que pourrait être l'arrivée de l'IA sur l'institution justice et ses acteurs. J'envisage donc ainsi deux cas de figure. L'un où, à la manière du numérique, l'IA serait utilisée comme un outil et encadrée par les juges et autres juristes. Le cas de figure idéal, en somme. Et l'autre cas de figure représenterait une dérive autoritaire où l'on jugerait l'IA plus compétente que les humains pour rendre compte de la justice. Les humains seraient donc au service de l'IA. Dans ce cas-là,
Tous les différents acteurs de l'institution seraient aliénés. Des juges qui travailleraient donc pour l'IA et qui se sentiront dépossédés de leurs fonctions, jusqu'aux victimes, qui alors ne seraient même plus jugées par leurs semblables. Cela ressemblerait un peu à un film de science-fiction, mais heureusement, il reste difficile d'imaginer ce second cas de figure aujourd'hui. Et là, je vais laisser Sébastien finir. Mais quel que soit le degré d'autonomie de l'IA, que ce soit en justice prédictive ou en justice préventive, il faut pouvoir justifier le jugement ou par exemple la détection de cocaïne dans une voiture. Effectivement, aujourd'hui, comme l'a déjà précédemment mentionné M. Galab, aujourd'hui la technique a dépassé la science et on ne comprend peu, voire pas, ce que fait l'IA, les décisions qu'elle fait. Et aujourd'hui, on cherche à avoir des systèmes de plus en plus complexes, mais donc on peut se demander est-ce qu'on pourra comprendre les décisions qui découlent de ce modèle? Parce que si on ne comprend pas, comme l'a dit M. Castex, on ne peut pas juger, on ne peut pas prévenir d'un potentiel crime. Ensuite, il y a des problèmes concernant les emplois, puisque bien que l'IA puisse aider les officiers de police, les magistrats, il peut aussi y avoir des licenciements. Et aussi, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que l'IA apprend des tendances et cherche à résoudre des problèmes dans la majorité des cas. Mais elle s'adapte très difficilement à des cas particuliers comparés à l'humain. Et c'est là que rentre la sensibilité humaine. Chercher à comprendre l'autre, comprendre le contexte, comprendre la singularité du cas étudié. Et en fait, l'IA, elle peut capturer que des actions, des faits, des gestes, des mouvements, mais elle ne peut pas discerner des intentions de toutes ces actions, faits et gestes. Et donc, rien ne peut remplacer la sensibilité humaine. Je vais laisser Julie conclure. Merci les garçons. Alors, quelques mots pour conclure rapidement. Dans notre exploration de la vie quotidienne de Xavier Dupont de Ligonnès, nous avons été confrontés à une vision futuriste où la surveillance constante est perçue comme une solution à la criminalité. Cependant, cette approche soulève des questions éthiques profondes sur le juste équilibre entre sécurité et vie privée. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévenir les crimes offre des perspectives intéressantes en termes de sécurité, mais nécessite une réflexion minutieuse sur les implications pour les droits fondamentaux. Ainsi, il est essentiel pour la société de dialoguer ouvertement et de façon continue pour définir les limites acceptables de la surveillance, afin de construire une société sécurisée sans compromettre les principes qui la rendent juste et équitable. Nous souhaitions interagir avec vous sur la question suivante. Comment pouvons-nous garantir la sécurité tout en préservant les libertés individuelles et la vie privée de nos sociétés? Mais avant cela, je crois que Malik souhaitait compléter son intervention de tout à l'heure. Oui, a priori, ce qui m'intéressait ou ce que je voulais rajouter, c'est principalement sur la question de critères. Que cherchons-nous collectivement en tant que société par rapport à l'usage de cet outil? Alors, nous avons tous à cœur de vivre, nous avons une aspiration de vivre dans une société meilleure, de vivre dans une société plus juste, avec moins de risques. Nous avons un instrument qui nous apporte un certain nombre de possibilités qui ont été illustrées. Nous voulons l'utiliser mieux, rationnellement. Mais qui dit rationnellement dit quel est le critère que j'essaye d'optimiser. Le critère ne fait pas partie du processus de rationalité. C'est quelque chose que je rajoute, que je choisis. Je peux vous expliquer ça plus en détail dans un exemple, mais je choisis de passer dessus, sauf si vous souhaitez vraiment que je le détaille. Mais dès que je choisis le critère, je biaise en quelque sorte la façon d'utiliser la technique. Je l'enferme dans une utilisation particulière. Et maximiser ce que je sais compter n'est pas nécessairement une bonne chose. Maximiser le nombre de PV quand je veux sécuriser la route n'est pas nécessairement la bonne façon de sécuriser la route. Maximiser le nombre de personnes condamnées n'est pas nécessairement la bonne façon de vivre dans une société plus juste. Une IA plus juste, vers quelle finalité? Une IA pour modéliser les causes profondes des injustices et y remédier à l'avance. Oui, une IA pour une société dont on essaye d'améliorer l'organisation pour que c'est une IA qui nous permette tous de bien partager ce qui est socialement répréhensible de ce qui est socialement désirable au sens de nos critères.
de séparer l'acceptabilité individuelle de quelque chose, d'un outil, d'une action, d'une technique comme l'IA, de l'acceptabilité sociale qui prend en compte le long terme, les valeurs, la cohésion, la confiance dans notre société, les uns dans les autres et dans nos institutions dont notre société a tellement besoin. Donc, quelles actions sociales sont positives et avec quels moyens peut-on les mettre en avant et prévenir celles qui nous paraissent moins positives. Donc, tout ça me paraît être relevé des meilleurs critères vers lesquels on peut aller. C'est peut-être un petit peu abstrait ou vous paraître trop éloigné, mais de façon très concrète. Un texte juridique n'est pas facilement lisible à la moyenne d'entre nous. C'est compliqué. Essayez de lire un décret avec les références à tous les décrets, les références croisées, c'est la croix et la bannière. J'aimerais bien avoir un outil qui me le rende d'une manière plus lisible. J'aimerais bien avoir un outil qui me dise ceci découle ou a de bonnes chances de découler légalement de tel texte. Voilà une assertion, par exemple, qui est dans un contrat. Est-ce qu'elle est juridiquement fondée? C'est loin d'être trivial. C'est loin d'être trivial, d'autant plus que tous les juristes ici, vous le savez mieux que moi, monsieur le juge, la justice s'assoit sur une hiérarchie de documents. Depuis la Constitution et les grands principes des droits de l'homme jusqu'aux décrets et contrats d'entreprise. C'est énorme, ces hiérarchies. Et ce sont énormes. Donc, a priori, ce que je voudrais, et cette hiérarchie n'est pas nécessairement sans incohérence. Si je dis, et j'essaie d'expliquer à monsieur et madame tout le monde, à moi-même, que ceci est effectivement juridiquement fondé dans la société dans laquelle je suis, sur quoi est-il juridiquement fondé ou ne l'est pas? Donc, voilà un certain nombre de choses sur lesquelles l'outil que nous avons peut nous aider dans le sens des bons critères et non pas dans le critère de maximiser le nombre de PV ou de maximiser le nombre de condamnations. Merci. Oui, simplement un exemple. Comment pourrions-nous quantifier dans notre société ce qu'est la peine? Exemple. Un simple exemple. Si vous lisez le code et le code civil, le code pénal, le code ou différents articles, ou ce qu'il en ressort, vous dit que le sens de la peine doit répondre à la fois à la protection de la société, au respect de la victime, à la personnalisation de la peine quant au quantum par rapport à l'individu et au risque de récidive, et à la réinsertion sociale du condamné. Je demande à l'intelligence artificielle de quantifier ceci.